Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est le professeur Michel Mouillard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michel Mouillard, vous êtes l'un des spécialistes des questions relatives au logement, vous êtes économiste à la tête des études de clameur sur l'évolution des loyers dans le privé, mais également de l'Observatoire Crédit Logement CSA, c'est dire si vous avez une vision et une connaissance très large des différents marchés de l'immobilier. Alors dans l'actualité, l'encadrement des loyers devrait être mis en place bientôt à Paris. On dit avant l'été 2015. Beaucoup de propriétaires bailleurs s'interrogent, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter ? Oui, certainement, parce que le dispositif de l'encadrement va fondamentalement modifier la manière dont les loyers se forment sur Paris. Et la conséquence va en être que pour une très grosse partie d'entre eux, les recettes locatives vont chuter. Lourdement même, très certainement, très lourdement. On estime, bien que les informations disponibles soient fragmentaires et peu fiables pour la plupart d'entre elles, on estime que les loyers vont baisser sur 20 à 25% du marché parisien. Et quand les loyers vont baisser, ils vont baisser de 20% en moyenne. Donc vous imaginez un petit peu pour un propriétaire bailleur ce que cela va représenter. D'autant que pour 10% à peu près du parc en gestion aujourd'hui, les loyers risquent de baisser de 30 à 40%. Donc un séisme. Un séisme qui va avoir beaucoup de conséquences. Ça va faire fuir des investisseurs aussi potentiels. On ne sait pas aujourd'hui encore clairement mesurer l'impact de tout cela, soyons clairs. Mais si on se réfère à ce qui a pu se passer sur Paris dans seconde moitié des années 70, première moitié des années 80, on craint d'abord une fuite des investisseurs, évidemment, une vente d'une partie du patrimoine. Combien ? Aujourd'hui, je répète, on est dans l'incertitude, mais surtout, ça signifie que l'effort d'amélioration, d'entretien du patrimoine va être fondamentalement remis en question. Remis en question, ça signifie évidemment, c'est embêtant pour les propriétaires bailleurs, parce que c'est la qualité de leur patrimoine qui va se dégrader, mais aussi comment va-t-on pouvoir atteindre les objectifs de la loi sur la transition énergétique si les propriétaires bailleurs rechignent à réaliser les travaux qui sont nécessaires pour ce faire. On pourra toujours les contraindre une fois de plus, mais on voit bien qu'au total, c'est un pan de l'économie immobilière emblématique, c'est la capitale tout de même, qui est affectée et lourdement affectée par un dispositif de cette nature, qui est probablement pas tellement justifié compte tenu de la manière dont les loyers au cours des dernières années se sont comportés. Comment évolue-t-il justement, d'une façon générale, les loyers ? On observe depuis 6 ans, 7 ans, un freinage très important de l'évolution des loyers de marché. En gros, ils progressent sur les grandes agglomérations au rythme de l'inflation. Lorsqu'il y a des tensions un peu plus fortes comme sur Paris, ils progressent d'un demi-point au-dessus de l'inflation. Donc ce n'est pas véritablement un dérapage extraordinaire. En France entière, c'est la même chose. Depuis 2006-2007, les loyers de marché ont progressé sous l'inflation. Bon, donc là-dessus, on n'a pas trouvé beaucoup de raisons, de motifs à mettre en place cet encadrement des loyers. D'autant que, souvenons-nous, que une des questions qui était posée, l'écart de loyer entre l'ancien locataire et le nouveau locataire, est réglé. Il est réglé par les dispositifs qui sont les dispositifs qu'on appelait déjà d'encadrement des loyers en cas de relocation. Donc là, on comprend, on n'a pas trop compris, sauf si effectivement il y avait derrière un message, une décision emblématique qui avait pour objectif de dire le marché est régulé aujourd'hui. À propos de marché, justement, y a-t-il un retour des primo-accédants sur le marché ? C'est une des grosses questions que tout le monde se pose aujourd'hui. Il y a une réalité, les marchés sont repartis à des rythmes qui sont différents suivant les zones géographiques, mais en gros, quand on regarde par exemple l'évolution de la production de crédit, on vérifie bien que le nombre de prêts accordés a progressé aussi bien dans l'ancien que dans le neuf.
Et on voit bien que le nombre de ménages qui réalisent des opérations d'accession à la propriété se redresse depuis la fin de l'été 2014. Maintenant, on observe aussi dans le même temps une transformation des clientèles. C'est-à-dire que ceux qui avaient été évincés depuis 3 ans reviennent progressivement sur le marché. Les jeunes, les ménages faiblement dotés en apport personnel. Grâce aux taux de crédit qui n'ont jamais été aussi attractifs. Grâce aux conditions de crédit, les taux bien sûr, mais n'oublions pas aussi que depuis le printemps 2014 et sur le marché de l'ancien depuis l'été 2014, les établissements ont fortement revu à la baisse leurs exigences en matière d'apport personnel. Et on voit bien que les taux d'apport personnel moyens sur les opérations d'accession réalisées sont revenus à un des points les plus bas qu'on a pu connaître ces 10 dernières années. En gros, on est revenu à la situation de l'année 2010, lorsque la primo-accession avait retrouvé des couleurs. Et le sentiment que l'on a, et il faudra encore attendre quelques semaines pour que cela soit chiffré correctement, le sentiment solide que l'on a aujourd'hui, c'est que la primo-accession a bien redémarré. D'accord. L'évolution des taux de crédit, selon vous, est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'ils vont remonter d'ici quelques temps ou pas? Alors attendez, laissez-les continuer à baisser. Bien sûr. Nous étions en février à 2,21% en moyenne, d'après Crédit Logement CSA. Il est probable que mars va encore connaître une diminution sensible. Est-ce que cela va remonter? Vous savez, ça remontera bien un jour, hein, mais quand? Pas sur l'année 2015. Sur l'année 2015, on a d'ici l'automne, sans aucun doute, une situation de taux qui fait que la réalisation des opérations immobilières peut se réaliser dans des conditions exceptionnelles. Souvenons-nous bien que la baisse des taux d'intérêt, puis l'amélioration des conditions d'octroi des prêts, font que sur la seule année 2014, cela correspond à une baisse des prix de 10% dans le neuf et de 15% dans l'ancien. Pour la seule année 2014, c'est du jamais vu. Donc il est clair que dans de telles circonstances, on ne peut que se réjouir que les taux soient aussi bas, on ne peut que se réjouir que la France soit dans cette situation qu'on ne trouve pas sur les autres États de l'Union européenne, et on ne peut que se réjouir que la situation probablement dure jusqu'à l'automne au minimum. Pour des conditions attractives, en tout cas très favorables de conditions très favorables. Très favorables. La construction de logements, comment en sortir? Est-ce qu'on va sortir des crises qui n'en finissent plus? Alors, ce qui est bien embêtant, c'est qu'on pensait que la réforme des systèmes de comptage des permis de construire, ou plus exactement le passage d'un système de comptage à un système d'évaluation. Le nouveau calcul. Le nouveau calcul, pour faire simple. On pensait que cela améliorerait la lisibilité. D'ailleurs, ça a bien été une des grosses explications qui avait été apportée. On constate pour autant que le nombre de logements autorisés et le nombre de logements mis en chantier continue à baisser. Donc on a l'impression, au regard des statistiques, que la situation continue à se dégrader. Ça laisse perplexe, disons-le tout de suite, quand on regarde ce qui est en train de se passer dans les bureaux de vente des promoteurs immobiliers. On voit bien que les investisseurs sont revenus. On espère que dans les prochaines semaines, le discours public ne viendra pas inverser ce mouvement. On voit bien que dans le secteur de la maison individuelle, les ventes sont reparties. Elles sont reparties depuis l'été 2014. Il y a encore un effort à refaire pour revenir sur les hautes années que l'on connaissait, 2006-2007, mais bon, pour autant, c'est reparti. Et puis, du côté de la construction locative sociale, ça, c'est à niveau. Hein. Bon, donc ça signifie qu'au total, aujourd'hui, on devrait trouver, que ce soit sur les permis de construire ou sur les mises en chantier, un signe de cela. Rien. Et pourtant, du côté des crédits, je répète, si on prend l'évolution à fin février sur les 3 derniers mois, on est en progression de 12% pour le nombre de prêts accordés au neuf
et de 20% si on prend le montant des crédits accordés. Il y a quand même quelque chose quelque part qui ne va pas. Donc peut-être le sentiment que les promoteurs ont dans les bureaux de vente, peut-être le sentiment que les constructeurs de maisons individuelles ont au regard de l'évolution de leur chiffre d'affaires, peut-être l'évolution que les banquiers voient. Ce n'est pas la réalité. Peut-être que la seule réalité, c'est celle d'une estimation du nombre de logements construits aujourd'hui. Le problème, c'est que cela n'est pas crédible. Et le problème, c'est qu'on pensait qu'avec l'ancien système de comptage, on ne pouvait pas véritablement compter le nombre de logements qu'on construisait en France. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne sait vraiment pas compter le nombre de logements qu'on construit en France. C'est embêtant, parce que comment les politiques publiques peuvent faire dans ces conditions? Comment les parlementaires vont-ils pouvoir débattre de la situation d'un secteur qui est un secteur fondamental pour l'économie et pour les conditions de vie? Il faudrait tout remettre à plat, notamment dans le domaine. Il faudrait pouvoir disposer de méthodes permettant de savoir combien on construit de logements en France. D'accord. En conclusion, Michel Mouillard, justement, les clés pour relancer efficacement la construction, quelles seraient-elles pour vous? Aujourd'hui, regardons encore une fois ce qui s'est passé à 2 reprises. Je fais partie de ceux qui disent qu'il faut construire 500 000 logements pendant un grand nombre d'années. On a déjà construit 500 000 logements et plus, première moitié des années 70, et en 2006-2007. Et à chaque fois qu'on a construit 500 000 logements et plus, on a fait 310 000 ou 320 000 accessions à la propriété. Aujourd'hui, nouveau système statistique, nous en avons fait 190 000 en 2014. Si on veut remonter, relancer, réactiver, c'est par l'accession à la propriété, et ce sera par cela qu'on le fera. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas maintenir l'effort de construction locative sociale, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas remuscler les dispositifs d'incitation à l'investissement locatif, ça signifie qu'en termes de masse globale, on ne pourra parvenir à un objectif ambitieux que si l'accession à la propriété est redynamisée, ou dynamisée encore plus, et dans ces cas-là, on revient au départ. Pour que cela soit possible, c'est sur la primo-accession qu'il faut porter tous les efforts. Michel Mouillard, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.